Heu, on verra ensuite donc, dans un cas plus simple en fait, dans le cas le plus simple en fait qu'on peut voir, qui est dans le vide, c'est-à-dire dans l'espace où on n'aurait ni charge ni courant, et bien comment ces ondes électromagnétiques vont pouvoir se propager. On verra ce que ça implique pour la structure de ces ondes, comment sont liés les champs électriques et magnétiques, comment se propage l'onde, quelle est la direction de propagation par rapport à ces champs électriques et magnétiques. Et puis, ça nous amènera ensuite donc à parler des notions de polarisation. Et alors, je pense qu'on n'aura pas le temps, enfin, on verra si on a le temps d'arriver jusque-là aujourd'hui, et puis jusqu'à la notion de polarisation. Et puis ensuite, donc, on va voir ce qu'on appelle les conditions de raccordement, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand une de ces ondes électromagnétiques dans le vide, eh bien, arrive sur une surface métallique. Et on verra donc les problèmes de réflexion sur ces surfaces et comment ça peut donner naissance à des ondes stationnaires. Euh, on avait déjà vu hein, ces problèmes d'ondes stationnaires dans les ondes mécaniques. Et puis, j'essaierai ensuite donc de vous donner quelques notions sur l'énergie électromagnétique et puis comment ces ondes stationnaires vont se propager à l'intérieur de guides d'ondes, même si ça, ce sera plutôt les deux chapitres suivants qui seront traités par Christelle Bézien dans les fibres optiques. Et puis, alors, il nous restera à traiter, donc ça, je ne sais pas si on aura le temps pendant le cours, ce qu'on appelle les phénomènes d'interférence et de diffraction pour ces ondes électromagnétiques. Si on n'a pas le temps de les traiter pendant le cours, eh bien à ce moment-là, ce sera le sujet de travaux dirigés et puis de travaux pratiques euh, qui vont commencer, je crois, à partir de la semaine prochaine pour le premier groupe. Donc voilà un petit peu pour toutes les notions qu'on va aborder pendant cette fin de cours. Alors, je reprends rapidement donc sur l'électrostatique. On avait revu donc cette force de Coulomb, hein, qui est la force qui s'exerce entre deux charges QA et QB, qui varie en 1 sur R2, qui est dirigée selon la direction entre les deux charges, selon le signe de la charge. Si c'est des charges positives, négatives, eh bien, on va avoir une force qui va être attractive ou répulsive. Euh, et puis, on va ensuite pouvoir éventuellement définir aussi une force qui s'exercerait entre une distribution de charge et puis une charge petit q qui serait à proximité de cette distribution de charge. Et ça amène à définir donc ce qu'on appelle le champ électrostatique pour une distribution de charge. Donc ça, c'est ce que vous avez vu au semestre dernier, hein. Comment on peut, à partir de différentes considérations, notamment de symétrie dans ces distributions de charge, eh bien, arriver à calculer ce champ électrostatique. Donc ce champ électrostatique, hein, il est de la forme 1 sur 4 pi epsilon 0, grand Q, donc qui est la charge euh, en un point, et divisé par le carré de la distance, euh, selon la direction qui va du point où se trouve la charge, le point M, jusqu'à l'endroit où se trouve la distribution de charge au point origine. Euh, Ensuite, on peut définir donc ce qu'on appelle le potentiel électrostatique, qui est relié en fait. Je vais peut-être prendre un petit pointeur laser pour faciliter. Voilà. Le champ électrostatique donc est relié au potentiel électrostatique avec cette équation qui est que le champ électrostatique, c'est moins le gradient du potentiel. Alors, cette expression donc du gradient du potentiel, on peut le mettre sous cette forme un peu plus compacte dans laquelle on voit apparaître ici cette structure mathématique qui est ce qu'on appelle un opérateur, l'opérateur nabla ici, et je vous ai rappelé ici donc son expression euh, en fonction des coordonnées cartésiennes. Donc cet opérateur nabla, vous voyez que c'est un vecteur qui a 3 coordonnées, et ces 3 coordonnées sont en fait simplement la dérivée partielle par rapport à chacune des coordonnées.
selon chacune des composantes. Donc ici, si on prend en 3 dimensions, en coordonnées cartésiennes, l'opérateur nabla, il va s'écrire comme d rond sur d rond x, donc la dérivée partielle par rapport à x selon la coordonnée u de x, d rond sur d rond y selon uy, plus d rond sur d rond z selon uz. Et donc, si vous appliquez ça à un potentiel donné, eh bien, vous allez trouver le champ électrique. OK, alors ensuite, un petit rappel donc, sur le théorème de Gauss. On avait déjà vu ça. Donc, le théorème de Gauss, il nous dit que le flux du champ électrostatique qui sort d'une surface fermée, qui entoure une distribution de charge, eh bien, ça va être égal donc, à ce flux, l'intégrale double sur la surface du produit scalaire du champ électrostatique fois l'élément de surface ds perpendiculaire à la surface. Et donc, ce flux du champ électrostatique à travers la surface fermée, eh bien, il est égal à justement la charge à l'intérieur de la surface divisé par epsilon 0. Alors, si on appelle ρ la densité volumique de charge à l'intérieur, eh bien, à ce moment-là, on a simplement que la charge totale, ça va être l'intégrale sur le volume de cette densité de charge volumique. Alors là, je vous avais introduit donc un théorème qui est un théorème mathématique que je ne vous démontre pas, qu'il faut accepter comme tel, qui nous dit que donc quand on regarde justement un flux comme ça, sur une surface fermée, eh bien, ça revient à la même chose que de prendre l'intégrale sur le volume de la divergence du vecteur, justement, ici. Alors, le vecteur ici, c'est le vecteur champ électrique, E. Autrement dit, si on réécrit donc, ce flux à travers la surface S, donc, qui est l'intégrale sur la surface fermée de E scalaire ds, eh bien, on peut le réécrire comme l'intégrale sur le volume de la divergence de E. Et donc ça va être égal, d'après le théorème de Gauss, à Q sur epsilon 0. Et puis comme Q, c'est l'intégrale sur le volume de la charge volumique, la densité volumique de charge, fois intégrée sur le volume, quoi. Et bien à ce moment-là, on a cette équation-là. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez qu'on a 2 intégrales sur le volume, et donc on va pouvoir écrire qu'en fait, en chaque point, donc localement, en chaque point de l'espace, eh bien, on va avoir que la divergence de E, c'est égal, eh bien, justement, à la charge volumique divisée, la densité de charge volumique, divisée par epsilon 0. Donc, cette première équation, qui est une équation locale, c'est ce qu'on appelle l'équation de Maxwell-Gauss. Donc, c'est l'équation de Gauss, le théorème de Gauss, mais qu'on peut écrire à un niveau local. Alors, qu'est-ce que c'est que cette divergence de E? Eh bien, c'est l'opérateur nabla ici, le produit scalaire de cet opérateur nabla, que je vous ai rappelé ici. Donc, cet opérateur-là, vous savez que c'est un vecteur. Donc, vous pouvez faire le produit scalaire de ce vecteur-là par le champ électrostatique, E. Et donc, si on prend un champ électrostatique avec 3 composantes dans l'espace, Ex, Ey, Ez, eh bien, à ce moment-là, vous voyez que la divergence, ça va être simplement la somme des dérivées partielles de chacune des composantes. C'est-à-dire, ça va être d rond Ex sur d rond x, plus d rond Ey sur d rond y, plus d Ez sur d rond z. Et donc, la somme de ces 3 dérivées partielles, eh bien, elle doit être égale à la densité volumique de charge divisée par epsilon 0. Donc, on peut dire ça de la manière suivante. La divergence du champ électrique est toujours égale à la densité volumique de charge divisée par epsilon 0. Alors, si on veut voir ça de manière un peu plus physique, cette divergence du champ électrique, qu'est-ce que c'est? Vous voyez que ça a l'allure d'une dérivée, en fait. Et donc, ça va exprimer, en fait, ce qui va rentrer ou sortir d'un point de l'espace.
Si vous avez une divergence qui est positive, ça veut dire que vous allez avoir quelque chose qui va rentrer dans un point de l'espace. Donc ça veut dire que vous allez avoir une charge ici qui va être, qui va être présente dans ce point de l'espace. Inversement, donc les lignes de champ vont être dirigées vers le point où on a la charge. Inversement, si on a une divergence qui est négative, eh bien à ce moment-là, on va avoir des lignes de champ qui vont sortir de ce point. Et qui vont donner, qui vont être égales à, en somme, à eh bien justement la charge divisée par epsilon 0. OK. Alors ensuite, on regarde un petit peu ce qui va se passer pour le champ électrique. Donc quelques rappels sur le champ électrique. Si on reprend une particule donc, qui a une certaine vitesse qui est plongée dans, dans le champ magnétique, on regarde un petit peu ce qui va se passer pour le champ magnétique. Si on a une région de l'espace dans laquelle on a un champ magnétique B, eh bien à ce moment-là, avec une particule qui a une charge Q et une vitesse V, eh bien elle va subir une force de Lorentz qui est simplement QV vectoriel B. En fait, cette relation de la force de Lorentz, elle va pouvoir être établie pour une distribution de charge en mouvement, c'est-à-dire une distribution de courant. Et donc, on peut exprimer comme ça la charge qui va traverser une section droite d'une surface. Donc, vous avez ici une certaine surface orientée, donc avec un vecteur ds qui est normal à cette surface. Eh bien, on peut écrire que la charge qui va traverser ici la surface entre deux temps t et t plus dt, eh bien, ça va être en fait toutes les charges qui sont comprises dans le volume qui est ici, le volume du cylindre ici, dont la face du cylindre est donnée par ds, et puis la longueur du cylindre, eh bien, c'est la distance parcourue, c'est-à-dire v dt. Autrement dit, si on regarde la charge totale qui passe à travers la surface ici ds pendant cet intervalle de temps delta t, dt, ça va être donc le produit de la densité de charge fois rho v, fois v dt fois ds. Hein, c'est-à-dire, c'est les charges qui sont comprises dans ce volume-là, multipliées par la densité de charge. Enfin, plutôt, c'est ce volume-là multiplié par la densité de charge qui donne le nombre de charges qui vont passer à travers la surface. OK, on peut définir aussi la densité de courant comme étant simplement le produit de la densité volumique de charge fois la vitesse de ces charges. Et donc, on va pouvoir ensuite relier ça au courant qui traverse par unité de temps cette section de conducteur, par exemple. Et donc, ce courant, donc ça va être dI, qui va être simplement le nombre de charges par unité de temps, c'est-à-dire dQ sur dt. Et donc, vous voyez que si vous faites dQ sur dt, ici, si vous divisez par dt, vous allez simplifier ici le dt, il va vous rester rho v ds. Et donc, finalement, eh bien, le courant qui traverse ici la surface ds, ça va être simplement rho v ds, c'est-à-dire la densité de courant J fois ds. Autrement dit, on va pouvoir comme ça calculer le courant à travers une surface en intégrant sur une surface qui va être simplement donc l'intégrale sur la surface de J ds. Et ça nous conduit à, à partir de la force de Lorentz, on va pouvoir transformer cette force de Lorentz en ce qu'on appelle une force de Laplace, qui va être la force exercée par un champ magnétique B sur un conducteur parcouru par un courant. Hein, donc c'est directement tiré de la force de Lorentz en utilisant justement les courants, et on va voir que la force de Lorentz, elle va pouvoir s'écrire comme la force de Laplace. La force de Lorentz va pouvoir s'écrire comme une force de Laplace pour un courant I, comme l'intégrale de IDL vectoriel B. OK. Alors ensuite, on a, à partir de là, donc on peut déduire la loi de Biot et Savart, qui est
Alors, un peu l'effet inverse, c'est-à-dire quel est, quand on a un courant qui parcourt un conducteur, quel est le champ magnétique qui va être créé par ce courant à une certaine distance de cette distribution de courant. Et donc, eh bien, on peut, à partir de la loi précédente, déduire que le champ magnétique, ça va être simplement mu0 sur 4pi, l'intégrale sur une certaine longueur, sur une certaine courbe, parcourue par un courant, de IDL vectoriel UR sur R carré étant cette distance par rapport au fil, à l'élément DL du fil. Donc on voit apparaître ici donc, la constante qui est la permittivité du vide, mu0, et on a mu0 sur 4pi qui est 10-7 en kg mètre seconde moins 2 en newton par ampère au carré. Donc ça, c'est si on a un fil parcouru par un courant. Si maintenant on a une densité de courant qui est définie en chaque point de l'espace, hein, on n'a plus simplement un fil, mais on a tout l'espace dans lequel on peut avoir des courants avec des charges en mouvement. Et bien à ce moment-là, ça va se traduire ici par une intégrale sur le volume, si on a une densité de courant volumique, J vectoriel UR sur R carré dV. Ok, si on a une densité en surface, hein, eh bien, on aura ici une intégrale double sur la surface. Ok, donc c'est à partir de cette loi-là qu'on va pouvoir déduire un certain nombre de caractéristiques du champ magnétique. Alors par exemple, c'est un exercice que vous avez fait au semestre dernier. Vous avez un fil rectiligne qui est parcouru par un courant. Ce fil, donc, il est infini. Eh bien, on peut calculer en un point de l'espace quel va être le champ magnétique. Et donc, en utilisant des considérations de symétrie, hein, on peut montrer que ce champ magnétique, il est égal simplement à mu0i. Hein, I, c'est le courant qui parcourt le fil, sur 2pi ρ. Alors attention, ρ, c'est la distance ici par rapport au fil, dans un plan perpendiculaire au fil. Et c'est dirigé selon UFI. Alors ici, on l'a appelé UFI. Hein, vous avez, au semestre dernier, on l'appelait plutôt Uθ. Hein, c'est UR, Uθ. Donc c'est le vecteur qui est directement perpendiculaire au vecteur OM dans le plan ici perpendiculaire au fil. Alors, on peut aussi chercher à calculer le flux du champ magnétique à travers une surface fermée. Alors, vous savez qu'on utilise cette caractéristique-là, hein, notamment pour déterminer, dans le cadre de distribution de charges particulières, le champ électrique. Hein, on peut utiliser donc la loi pour le champ électrique. Je reviens un petit peu en arrière. Hein. On peut utiliser le théorème de Gauss, d'accord, en prenant une surface particulière et calculer justement le flux de ce champ électrique. Et on sait que ça va être égal à la charge qui est à l'intérieur divisée par epsilon 0. On peut faire la même opération pour le champ magnétique. Hein, calculer le flux du champ magnétique à travers une surface particulière. Donc ici, vous voyez, on a un fil parcouru par un courant I, et puis on va chercher à calculer eh bien, quel est le flux du champ magnétique, cette fois-ci, à travers un cylindre ici, défini donc par ces deux faces, en haut et en bas, qui ont une certaine surface, et puis ici une certaine longueur euh, du cylindre. Donc, pour écrire le flux du champ magnétique à travers ce cylindre, eh bien, on va décomposer en un flux du champ magnétique à travers la surface supérieure, ici, un flux du champ magnétique à travers la surface inférieure, et puis un flux du champ magnétique à travers les côtés de ce cylindre. Donc, on a une intégrale sur la surface S1, donc, qui est la surface supérieure ici, une intégrale sur S2, qui est la surface inférieure, et puis une intégrale qui est sur la surface des côtés du cylindre. Alors, donc attention, ici, l'élément ds sur lequel on intègre, eh bien, ça va être
un élément de surface ds fois E qui est normal à la surface. OK, alors si on regarde justement cet élément normal, ce vecteur normal à la surface pour les différentes surfaces, eh bien on voit donc pour la surface S1, pour celle qui est en haut là, l'élément perpendiculaire à la surface, bah, il est dirigé selon Z, hein. Si on regarde pour S2, bah, là aussi il est dirigé selon Z, alors selon moins Z en fait, puisque la surface est orientée dans l'autre sens. Et puis ici, si on regarde pour un point du bord de ce cylindre, eh bien, on voit que cet élément de surface va être perpendiculaire ici à la surface du cylindre, et donc ça va être dirigé selon alors UR, ou ici on l'a appelé euro. OK. Alors, ce qu'on voit, c'est que le champ magnétique, je l'ai indiqué ici, donc par exemple pour la surface au-dessus, hein, le champ magnétique, donc pour un fil ici infini, il est dirigé selon les lignes de champ qui sont ici tangentielles au cercle autour de ce cylindre, donc de la surface du cylindre ici. Autrement dit, le champ magnétique ici, sur le bord supérieur, là, sur le couvercle du cylindre, eh bien, il est perpendiculaire au vecteur normal à la surface. Hein, autrement dit, le champ magnétique, eh bien, il est parallèle à la surface S. Et donc, du coup, quand on va faire le produit scalaire ici de BM par DS, eh bien, on va faire le produit scalaire de deux vecteurs qui sont perpendiculaires. Autrement dit, ça va faire 0. On va trouver la même chose pour la partie inférieure ici, le couvercle inférieur, hein. C'est-à-dire qu'en fait, le flux du champ magnétique à travers le couvercle supérieur et le couvercle inférieur, eh bien, il est nul. Et puis, si on regarde pour la partie du côté ici du cylindre, eh bien, on a ici de nouveau un vecteur ds qui sort de la surface, perpendiculaire donc à ce cylindre. Or, B, lui, il est tangentiel ici au cylindre, hein, il est tangentiel au cercle. Et donc, on a de nouveau ici deux vecteurs qui sont perpendiculaires. Donc, de nouveau, le produit scalaire est nul. Autrement dit, pour le champ magnétique créé ici par un fil, eh bien, on voit que le flux du champ magnétique ici à travers une surface, ici j'ai choisi un cylindre, eh bien, il est nul. En fait, ici j'ai choisi une surface particulière, hein, qui est un cylindre, mais on peut considérer que c'est tout le temps vrai, hein. Tout le temps, le flux du champ magnétique, donc quand on a un champ magnétostatique, hein, pas de variation dans le temps, on a simplement une distribution de courant et on regarde donc le flux du champ magnétique à travers une surface qui entoure cette distribution de courant, eh bien, à travers une surface fermée, c'est toujours nul. OK, donc ça veut dire que cette condition-là, le flux du champ magnétique à travers une surface est tout le temps égal à 0, hein. Vous voyez que par rapport à ce qu'on avait pour le champ électrique, hein, si vous vous souvenez, ce qu'on a dit tout à l'heure pour le champ électrique, le flux du champ électrique à travers une surface, eh bien, c'est égal à la densité de charge, enfin, ou plutôt à la charge à l'intérieur de la surface, divisé par epsilon 0. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, pour le champ magnétique, eh bien, c'est toujours égal à 0. On dit aussi qu'on n'a jamais de monopôle magnétique. OK. Alors, on a donc cette expression du flux du champ magnétique qu'on va pouvoir transformer à l'aide du même théorème que tout à l'heure, hein, le théorème de Green-Ostrogradsky, qui nous dit donc que le flux d'un vecteur, donc ici le vecteur champ magnétique, donc l'intégrale sur une surface fermée de BdS, du produit scalaire BdS, eh bien c'est égal à l'intégrale triple de la divergence de B sur le volume. Et donc, si on utilise ça, eh bien, on voit que eh bien, cette divergence de B ici, elle va toujours être égale à 0. Autrement dit, on a ici une expression locale qui nous dit que la divergence de B, donc la divergence du champ magnétique, dans n'importe quel point de l'espace,
eh bien, c'est toujours égal à 0. Hein. C'est ce qu'on appelle la deuxième équation de Maxwell, qu'on nomme équation de Maxwell-Thomson, qui nous dit que donc la divergence du champ magnétique est toujours nulle. OK, donc on a maintenant deux équations, hein, vous voyez, deux équations qui, l'une donne la divergence du champ électrique, c'est égal à la charge volumique divisée par epsilon 0, et la divergence du champ magnétique qui, elle, est toujours nulle. Alors, ensuite, on va aller regarder donc ce qu'on appelle le théorème d'Ampère, euh, qui décrit donc la circulation du champ magnétique sur un contour fermé. Donc on a ici un contour C fermé, et puis on va regarder donc les courants qui sont enlacés par ce contour. Eh bien, les courants enlacés par ce contour, donc si je fais la circulation du champ magnétique sur ce contour C, eh bien, ça va être égal à la somme des courants algébriques, donc compter positivement quand ils rentrent, compter négativement quand ils sortent de ce contour. Donc la circulation de B le long de ce contour est égale à la somme des courants algébriques multipliée par mu0. OK, on peut traduire ça, si on parle en termes de densité de courant, volumique par exemple, ou surfacique ici, mu0 intégrale sur la surface de J ds. Alors là, j'introduis une nouvelle formule qui est ce qu'on appelle la formule de Stokes, qui cette fois-ci va relier la circulation d'un vecteur le long d'une courbe à l'intégrale sur la surface du rotationnel de ce vecteur ds. Alors, le rotationnel, hein, il va être donné par le produit scalaire du vecteur nabla, de l'opérateur nabla, par ce vecteur. Et donc ici, on va pouvoir réécrire ça comme l'intégrale sur la surface de nabla vectoriel b scalaire ds. Donc si on reprend cette expression-là, l'intégrale sur la surface de nabla vectoriel b scalaire ds, c'est la même chose que donc l'intégrale sur le contour de b dl. Et BDL, c'est mu0i qui est égal à mu0 intégrale sur la surface de JDS. Et donc, vous voyez que ici, on a eh bien justement que le rotationnel de B, c'est-à-dire nabla vectoriel B, est égal à mu0 fois J, J étant les courants, la densité de courant. Donc ça, c'est notre troisième équation qui nous dit donc que quand on a des courants qui sont présents, eh bien, le rotationnel de B va être égal au produit de ces courants par une constante qui est mu0, la permittivité d'une ligne. OK, donc c'est en fait la même équation, hein, que celle qui nous donne l'intégrale de la circulation du champ magnétique sur un contour fermé qui entoure des courants, simplement au niveau local, c'est-à-dire que dès qu'on a au niveau local une densité de courant J, eh bien à ce moment-là, le rotationnel de B va être égal à mu0 J. OK, donc ça, c'est l'équation qu'on appelle l'équation de Maxwell-Ampère. Et puis, en fait, il y a Ampère qui, à l'époque, donc, a introduit un autre terme à cette équation-là, qui tient au fait que si on a un champ électrique qui est variable dans le temps, eh bien, à ce moment-là, cette variation de champ électrique va faire apparaître des courants qu'on appelle courants de déplacement. Dû justement eh bien, à la variation de ce champ électrique, on va avoir des déplacements de charge, et les courants de déplacement dus à ces déplacements de charge vont être égaux à mu0 d de E sur dt. Et donc, du coup, on doit rajouter ce terme-là au courant qui était déjà présent dans l'équation de Maxwell-Ampère. Et donc, finalement, on trouve que le rotationnel de B, c'est égal à mu0j plus mu0 epsilon 0 dE sur dt.
Donc ça, c'est l'équation de Maxwell-Ampère généralisée. Vous voyez que cette équation, en fait, elle lie ici le champ magnétique au champ électrique quand on a un champ électrique variable dans le temps. Alors en fait, ces variations, vous les connaissez aussi à travers une autre loi de l'électromagnétisme, qui est la loi de l'induction. Monsieur, vous pouvez C'est revenir juste au diapo Ouais, d'avant? Excusez-moi, je vous ouais. coupe. Vous avez une question ou Non, c'est juste, j'avais non? pas eu le temps C'est juste de pour vous voir? lire, D'accord, d'encadrer, mais merci, c'est bon. OK. Donc en fait, on a vu ça au semestre précédent, hein, quand on a un champ magnétique qui est variable, eh bien, quand on va regarder le flux du champ magnétique, plutôt la variation du flux du champ magnétique à travers une surface, hein, c'est ce qu'on a calculé tout à l'heure là, le flux du champ magnétique à travers une surface. Quand ce flux du champ magnétique à travers une surface varie dans le temps, eh bien à ce moment-là, on va voir apparaître une force électromotrice. Hein, la force électromotrice, donc c'est une tension euh, qui est égale donc à la circulation du champ électrique sur le contour fermé délimité par cette surface. Donc c'est ce qu'on appelle la loi de Faraday. La variation du flux magnétique à travers une surface orientée induit une force électromotrice. Et donc on l'écrit comme ça, hein, cette loi de Faraday, c'est-à-dire que la force électromotrice, ou la tension si vous préférez, c'est l'inverse de la variation du flux magnétique dans le temps. Donc on peut le réécrire sous la forme de la circulation de E sur un contour fermé, C, c'est égal à moins la dérivée par rapport au temps du flux magnétique. Et puis ici, on va pouvoir inverser l'intégrale sur la surface, donc l'intégrale du flux sur la surface ds de B ds par l'intégrale de la dérivée de B par rapport au temps fois ds. OK, à ce moment-là, on va réutiliser ce qu'on appelle la formule de Stokes, qu'on avait tout à l'heure, qui lie en fait la circulation d'un vecteur par rapport au rotationnel de ce vecteur, donc l'intégrale sur la surface du rotationnel ici du champ électrique fois ds, qu'on peut réécrire sous cette forme-là, hein, c'est nabla vectoriel E ds. Et donc là, on voit apparaître, en fait, vous voyez, une relation entre la variation du champ magnétique dans le temps et le rotationnel de E. Donc le rotationnel du champ électrique, c'est-à-dire nabla vectoriel E, c'est égal à moins la dérivée du champ magnétique par rapport au temps. Et donc là, on a notre quatrième équation de Maxwell, qui s'appelle l'équation de Maxwell-Faraday. Ça vient de la loi de l'induction, en fait, qui nous dit donc que le champ électrique va être relié au champ magnétique par la variation temporelle, justement, de ce champ magnétique. Quand on a un champ magnétique qui varie au cours du temps, ça fait apparaître un champ électrique à travers son rotationnel. Hein, le rotationnel du champ électrique est égal à l'opposé de la variation temporelle du champ magnétique. OK, donc on vient de voir 4 lois, hein, qui sont en fait 4 lois qui découlent simplement de ce que vous avez vu en électro et magnétostatique au semestre dernier, mais simplement au niveau local. C'est-à-dire que les lois que vous avez vues au niveau intégral, elles sont en fait valables au niveau local en utilisant cet opérateur ici, nabla, pour déterminer justement quelle est la forme de ces champs électriques et magnétiques. Donc, si je résume ça,
En fait, c'est Maxwell, hein, qui a résumé ça, le premier, er qui a été donc le premier à généraliser justement cette interaction entre le champ électrique et le champ magnétique et cette interaction entre champ électrique et champ magnétique, eh bien, elle peut s'écrire sous forme de 4 équations qui décrivent entièrement, dans n'importe quelle région de l'espace, compte tenu des charges en présence ou des densités de charges présentes et compte tenu des courants présents, eh bien, comment vont apparaître des champs électriques et des champs magnétiques. Donc ça va être relié par 4 équations. Donc la première équation qui est ce qu'on appelle l'équation de Maxwell-Gauss. Donc cette équation de Maxwell-Gauss, hein, elle nous dit que la divergence de E, c'est-à-dire nabla scalaire E, c'est égal à ρ sur epsilon 0, hein, où ρ, c'est cette densité volumique de charge. La deuxième équation, c'est un peu la même équation que celle-là, simplement, donc elle parle de la divergence de B cette fois-ci. Simplement, pour le champ magnétique, eh bien, la divergence de B est toujours nulle, quelles que soient les distributions de charge ou de courant. Alors bon, pour le champ magnétique, c'est plutôt les distributions de courant qui nous intéressent, hein, mais quelles que soient les distributions de courant présentes, eh bien, on aura toujours la divergence de ce champ magnétique qui est nul. Et puis enfin, on a deux autres équations donc, qui vont relier eh bien, les variations temporelles des champs électriques et magnétiques, ainsi que la distribution de courant pour le champ magnétique, et qui sont donc liées par le rotationnel du vecteur, c'est-à-dire que le rotationnel du vecteur B, donc on écrit nabla scalaire B, c'est égal à mu0 fois J, plus un terme qui vient des champs électriques, qui vient du champ électrique variable, qui est mu0 epsilon 0 dE sur dt. Et puis on a l'équation similaire pour le champ électrique, c'est-à-dire le rotationnel du champ électrique, eh bien c'est égal, donc c'est nabla vectoriel E, c'est égal à moins la dérivée temporelle de ce champ magnétique. Alors quand on regarde ces quatre équations, en fait, donc on a une certaine symétrie hein, dans ces équations. Vous voyez, les deux premières équations, elles parlent de la divergence des vecteurs E et B. Les deux secondes équations, elles parlent du rotationnel de ces vecteurs E et B. Et on voit que les champs électriques et les champs magnétiques, en fait, en régime variable, c'est-à-dire quand il y a une variation temporelle de ces champs électriques et magnétiques, eh bien, ces champs électriques et magnétiques sont liés à travers ce système d'équations. C'est-à-dire que les champs électriques et magnétiques, en fait, ne sont pas indépendants les uns des autres. On va voir que les champs électriques et magnétiques, en fait, ils apparaissent quand on a justement une variation temporelle de ces champs électriques et magnétiques. En fait, si on n'a pas de variation temporelle, eh bien simplement, ce qu'on peut dire, c'est que, eh bien effectivement, là, on va trouver des équations qui sont indépendantes pour les champs électriques et magnétiques. Hein. Ici, vous voyez que la divergence de E, ça dépend que des charges. Bon, la divergence de B, c'est toujours nul. Si ici, on n'a pas de variation de champ électrique, le rotationnel de B, c'est dû au courant. Et le rotationnel de E, lui, s'il n'y a pas de variation de champ magnétique, eh bien, c'est toujours nul. Donc, autrement dit, quand on est dans le cas statique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de variation temporelle, eh bien, on peut considérer effectivement que les champs électriques et magnétiques sont indépendants l'un de l'autre. Néanmoins, ce n'est pas le cas de manière générale. Quand on a des variations temporelles, eh bien, les champs électriques et magnétiques ne sont pas indépendants, ils sont liés. Et donc, on va pouvoir les déterminer les uns par rapport aux autres. Et c'est décrit par ces quatre équations-là qui vont définir entièrement, à partir des distributions de charge et des distributions de courant, eh bien, ces champs électriques et magnétiques. Hein. Donc ensuite, ce qu'on appelle l'électromagnétisme, vraiment,
Donc cette interaction électromagnétique, eh bien, elle va consister à définir, à partir de ces 4 équations, quels sont les champs électriques et magnétiques dans une région de l'espace en résolvant ce système de 4 équations. Alors, bon, vous voyez que ce système de 4 équations, bon, il n'est pas hyper compliqué, il n'y a que 4 équations, hein, c'est pas non plus, voilà. Mais néanmoins, il fait quand même intervenir un certain nombre de choses. Il va faire intervenir la distribution de charge, pour ici la première équation, hein, de la divergence de E, et il va faire intervenir la distribution de courant, ici, à travers eh bien, cette troisième équation. Et puis, il fait intervenir les variations temporelles de E et B. Donc, la résolution, finalement, de ce système-là, dans un cas tout à fait général, est relativement complexe. Donc, on ne va pas l'aborder ici. Ça se fait, hein, bien sûr. Il faut connaître les distributions de courant, les distributions de charge. On peut, à l'aide comme on l'a fait en électrostatique, hein, en utilisant des propriétés de symétrie de ces distributions de charge et de courant, déduire des choses sur les champs électriques et magnétiques, de manière à arriver, pour certaines distributions, à, eh bien, justement, déterminer ces champs électriques et magnétiques. Nous, on va le faire dans un cas simple, c'est-à-dire qu'on va simplifier le problème, et vous allez voir que déjà, ça permet de dire un certain nombre de choses. On va simplifier le problème à qu'est-ce qui se passe quand on est dans le vide. D'accord? C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si on a zéro distribution de charge, autrement dit une distribution de charge, enfin, où on n'a pas de charge, quoi. Pas de charge dans l'espace, hein, l'espace est vide, donc il n'y a pas de charge, et du coup, il n'y a pas de courant non plus, hein, s'il n'y a pas de charge. Il n'y a pas de courant, hein, puisque le courant vient de la mobilité des charges. Donc, s'il n'y a pas de courant et pas de charge, on est dans le vide. Et à ce moment-là, eh bien, on va regarder ce que vont donner ce système d'équations. Enfin, ce que va donner ce système d'équations. Alors, donc quand on se place dans le vide, donc dans une région d'espace où il n'y a pas de charge, pas de courant, que deviennent les équations? Elles vont se simplifier un peu, vous voyez. C'est-à-dire que finalement, ici, on va avoir la divergence de E qui va être égale à 0, puisque normalement c'était égal à ρ sur epsilon 0, mais ρ est nul. Donc la divergence de E est nulle. La divergence de B est nulle, ça c'est vrai tout le temps, mais donc on l'a aussi. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe pour le rotationnel de ces deux vecteurs E et B, de ces deux champs? Eh bien, le rotationnel de B, c'est égal à epsilon 0 mu 0, donc ça c'est une constante, hein, fois la dérivée du champ électrique par rapport au temps. Et le rotationnel de E, c'est égal à moins la dérivée du champ magnétique par rapport au temps. Donc voilà le système d'équations qu'on va devoir résoudre. OK, alors vous voyez que c'est donc des équations qui vont faire apparaître donc des dérivées. Je vous rappelle ici donc l'opérateur nabla, hein, c'est des dérivées par rapport à l'espace, des d rond x sur d rond, enfin, d rond sur d rond x, ux, d rond sur d rond y, uy. Je l'ai réécrit ici, hein, d'ailleurs. Vous voyez cet opérateur nabla là. D rond sur d rond x ux, d rond sur d rond y uy, plus d rond sur d rond z uz. Et puis, donc, il va falloir appliquer cet opérateur nabla à chacun de nos champs électriques et magnétiques. Donc, on va écrire ces champs dans le cas le plus général. Vous voyez que dans le cas le plus général, donc on peut écrire E comme ayant 3 composantes, une selon ux, une selon y, une selon uz. Donc E, ça va être EX, UX plus EY, UY plus EZ, UZ. Sachant que chacune des composantes ici, dans le cas le plus général, hein, elles dépendent de X, Y et Z. Et puis ici, le champ B, de la même façon, hein, on va avoir une composante BX selon UX, plus une composante BY selon UY, plus une composante BZ selon UZ. Et là encore, chacune des composantes BX, BY, BZ peut dépendre des 3 coordonnées X, Y et Z. OK, donc vous voyez que ici, on va garder quand même un cas tout à fait général. Hein, on ne fait aucune supposition sur les champs E et B, et puis on va voir qu'est-ce qui sort de ces équations-là.
Donc, pour voir ce qui sort de ces équations-là, eh bien, il va falloir calculer tous ces termes-là, c'est-à-dire les divergences des deux vecteurs E et B, et puis les rotationnels des deux vecteurs E et B. OK, alors, tout à l'heure, j'avais déjà écrit donc la divergence de E, hein, la divergence de E, donc vous faites, alors, c'est un produit scalaire en fait, donc vous avez deux vecteurs. Le premier vecteur, donc c'est un opérateur. Vous allez faire le produit scalaire avec ce vecteur ici. Euh, donc vous voyez, quand vous multipliez d rond sur d rond x ux par ce vecteur-là, eh bien, il ne reste que la composante d de ex sur dx. Et vous avez ux scalaire ux qui va faire 1, hein, puisque ux, uy, uz, ce sont les vecteurs unitaires. Donc finalement, vous voyez que eh bien, la divergence de E, c'est simplement d sur d, d de x sur dx plus d de y sur dy plus d de z sur dz. Ça va être égal à 0, hein, d'après cette équation-là. De la même façon pour B. Pour B ici, donc on écrit la même chose. Hein. On écrit nabla scalaire B. Donc ça va être d rond bx sur dx plus d rond by sur dy plus d rond bz sur dz. Et de la même façon, vous voyez qu'ici, cette équation-là, eh bien, elle est égale à 0, hein, d'après la deuxième équation de Maxwell. OK, on verra par la suite qu'est-ce que ça implique. Hein. Pour l'instant, j'écris simplement les équations. OK, donc qu'est-ce qu'il va nous falloir ensuite? Ben, il va nous falloir calculer justement ce rotationnel du vecteur E. Donc là, pour calculer le rotationnel d'un vecteur, hein, il va falloir faire le produit scalaire de ce vecteur d rond sur d rond x, d rond sur d rond y, d rond sur d rond z, par le vecteur E que j'écris, EX, EY, EZ. Et vous vous souvenez comment on fait le produit scalaire? Hein, pour faire le produit scalaire, qu'est-ce qu'on fait? Ben, pour calculer la première ligne ici, on barre la première ligne et puis on fait le produit en croix. Donc d de z sur dy moins d de y, d de z sur dy, oui, c'est ça, moins d de y sur dz. Hein, ça donne ce premier terme. Et puis ensuite, pour avoir le deuxième terme, eh bien, on barre la deuxième ligne, on abaisse la première ligne, d'accord? Donc, il faudrait barrer cette ligne-là, abaisser d rond sur d rond x ici. Ici, on aurait ex, et puis de nouveau, on fait le produit scalaire. D'accord? Donc, on aurait d de x sur dy, ce terme-là. Non, pardon, j'ai barré cette ligne-là. d de z sur dx, ce terme-là, moins d de ez sur dx. d de x sur dz moins d de ez sur dx. Et puis enfin, pour le dernier terme, ben, on barre la dernière ligne et puis on fait le produit scalaire ici des deux premières, enfin on fait le produit en croix, pardon, de ces deux premières lignes. Donc on a d de y sur dx moins d de ex sur dy, qui est ce terme-là. OK, donc ici, vous voyez, on a l'expression générale à partir de ces dérivés partiels de ce rotationnel de. OK, donc on peut faire exactement la même chose pour le vecteur champ magnétique. Hein. Donc voilà, on peut réécrire, on aura exactement le même rotationnel, si on n'a fait aucune supposition. OK, alors ensuite, il va falloir pousser un petit peu le calcul pour essayer d'en tirer quelque chose de ces équations, parce que là, vous voyez qu'on va avoir ces équations-là. Hein, on a trois équations qui font intervenir des dérivés par rapport aux différentes coordonnées. Et tout ça, ben, ça va être égal à la dérivée temporelle de E sur dt. Alors, je vais passer assez rapidement parce que je ne vais pas vous détailler tous les calculs, mais on va faire un certain nombre d'opérations. Et notamment ici, vous voyez qu'on va calculer le rotationnel du vecteur B, par exemple.
Donc ça se calcule, hein, il suffit de prendre l'opérateur nabla. On a calculé déjà cette quantité-là, un rotationnel de B, et donc on va de nouveau calculer le rotationnel, c'est-à-dire que ben, on barre la première ligne, on fait le produit en croix, et on va obtenir un terme ici. Donc on fait D sur DY de D de BY sur DX, donc ça nous fait D2 BY, DY, DX. Et puis ensuite, on a le deuxième terme ici, ça va nous faire un D2 BX sur DY2. Et puis ensuite, on va faire moins D2 BX sur DZ2. Ce terme-là. Moins, moins, ça va faire plus D2 BZ sur DZ DX. Plus D2 BZ sur DZ DX. Bon voilà, il faut faire un petit peu attention quand on fait les produits en croix, mais néanmoins, on va pouvoir comme ça bien déterminer les trois termes qui correspondent au rotationnel du rotationnel. Alors, on pourrait l'écrire comme ça, hein, rotationnel de B. Des fois, on dit ça, rot de B. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on va calculer? Eh bien, on va calculer ici un terme qui est, donc ici, je vous rappelle, ça c'est la divergence de B. Donc ça, c'est un scalaire. C'est égal à 0 d'ailleurs, hein, on le sait, mais bon. Donc on fait la divergence de B et on va prendre le gradient de cette divergence. Donc on fait gradient de la divergence de B. Donc ça veut dire qu'on va faire le produit scalaire de nabla par la divergence de B qu'on a calculé tout à l'heure, hein, dBx sur dx plus dby sur dy plus dbz sur dz. Et puis on fait le produit scalaire par d sur dx, d sur dy, d sur dz. Et donc on va obtenir ces produits-là. Donc on va avoir ici d2bx sur dx2 plus d2by sur dxdy plus d2bz sur dxdz pour le premier terme. Et puis ensuite, on calcule les deux autres termes. Hein, ici, vous voyez qu'on fait la dérivée par rapport à y de cette expression-là. Donc on va avoir d2bx sur dydx plus d2by sur dy2 plus d2bz sur... Ouais, c'est pas super bien écrit là, hein, ça devrait être plutôt dy2 comme ça. De même ici, il n'y a pas ce terme-là. C'est D2Z2. OK, donc une fois qu'on a fait toutes nos opérations, là, vous voyez, on va pouvoir comparer les termes qui apparaissent ici et les termes qui apparaissent là. Et on va voir qu'il y a un certain nombre de termes qui vont pouvoir se simplifier. Alors, donc on le réécrit. Hein. On réécrit donc ici gradient de la divergence de B moins rotationnel du rotationnel de B. Donc ici, on a le gradient de la divergence. Vous pouvez vérifier hein, par rapport au terme qu'on avait tout à l'heure, c'est bien le même, moins le rotationnel du rotationnel de B. Et quand on fait la différence entre les deux, eh bien, il y a un certain nombre de termes qui vont s'annuler, et notamment, ce sont les termes de dérivée croisée. Vous voyez ici le d2by sur dxdy, eh bien, en fait, il apparaît ici d2by sur dxdy. Donc, quand on fait la différence entre les deux, ces termes-là vont se simplifier, de même que ici, cette dérivée croisée va se simplifier avec celle-là. Et puis, on va avoir pareil ici pour les autres termes. Hein. Ça va se simplifier avec ça. Ça va se simplifier, pardon, celle-là avec celle-là. Celle-là avec celle-là. Et de même ici, les termes croisés ici, d2z sur dx, ça va être la même chose que ça. Et d2by sur dz dy, ça va être la même chose que ça. Et vous voyez qu'ici, il va nous rester simplement des termes en dérivée seconde de nos composantes bx, by, bz. Donc ici, vous voyez que je vais pouvoir mettre en facteur bx. Ici, je peux mettre en facteur by. Ici, je peux mettre en facteur bz. Et je vais pouvoir définir un nouvel opérateur qui est un des opérateurs donc, les plus importants pour cette partie des ondes. C'est ce qu'on appelle le Laplacien.
Donc le Laplacien, en fait, c'est quoi? Eh bien, ça fait intervenir la dérivée seconde par rapport aux coordonnées de l'espace, dérivée partielle seconde par rapport à chacune des 3 coordonnées. Alors en fait, vous voyez que c'est aussi nabla, scalaire, nabla ou encore nabla carré. D'accord? Si vous faites le produit scalaire de nabla qui est dx ux plus dy uy plus dz uz par la même chose, eh bien vous allez trouver un d2x, un d2 sur dx2 plus d2 sur dy2 plus d2 sur dz2. Et si vous appliquez ça à un vecteur, donc ici par exemple à b, donc vous allez alors le Laplacien, il se note avec un delta, à l'endroit en fait. Donc ce Laplacien de b, donc ça va être cet opérateur d2 sur dx2 plus d2 sur dy2 plus d2 sur dz2 qu'on va appliquer à ce vecteur bx, by, bz, les 3 coordonnées du vecteur b dans l'espace en coordonnées cartésiennes. Et donc si on fait ce produit-là, eh bien vous voyez qu'on retrouve en fait le terme qu'on avait ici, d2bx sur dx2 plus d2by sur plus d2bx sur dy2 plus d2bx sur dz2, et puis pareil pour chacune des coordonnées. Autrement dit, ce qu'on vient de démontrer, c'est que le Laplacien ici est égal à la différence entre le gradient de la divergence de B moins le rotationnel du rotationnel de B. OK. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir tirer de ça? Eh bien, vous allez voir que on va pouvoir en tirer un certain nombre de choses. Alors, donc, ici, c'est une expression tout à fait générale, hein, je n'ai fait aucune considération sur, je n'ai même pas utilisé les équations de Maxwell pour écrire ça. J'ai juste utilisé des développements mathématiques de comment on applique un opérateur défini qui est nabla à un vecteur, donc qui est ici le vecteur champ magnétique. Maintenant, je vais utiliser ça, mais en utilisant les équations de Maxwell. Alors, qu'est-ce que nous disent les équations de Maxwell? La première équation de Maxwell concernant le champ magnétique, elle nous dit que, eh bien justement, la divergence du champ magnétique est toujours nulle. OK, mais alors si la divergence du champ magnétique est toujours nulle, le rotationnel de la divergence, d'accord, si je redérive par rapport à l'espace quelque chose qui est nul, eh bien je vais trouver quelque chose qui est nul. OK? Donc finalement, ce terme-là, la divergence du rotationnel de B, d'ailleurs ça devrait être un vecteur, est le vecteur nul. Alors d'autre part, donc ça c'est pour vous voyez qu'ici, ça veut dire que ce premier terme-là, il est égal à 0. Hein. C'est un vecteur, c'est le vecteur nul. Qu'est-ce qu'il en est de ce deuxième vecteur ici? Alors, c'est le rotationnel du rotationnel de B. Alors, d'après les équations de Maxwell, donc le rotationnel de B ici, si je suis dans le vide, donc il n'y a pas de courant, c'est égal à epsilon 0 mu 0 dE sur dt. OK. Mais ici, ça, c'est une opération par rapport à l'espace. C'est le rotationnel de ce vecteur-là. Et donc, je vais pouvoir inverser ici les dérivés par rapport au temps et les dérivés par rapport à l'espace. Donc, je vais pouvoir réécrire ça. Ça, c'est une constante. Epsilon 0 mu 0, je le sors, c'est une constante. Et puis, ça va donc être la dérivée par rapport au temps du rotationnel de E. Ici, on retrouve le rotationnel de E. Mais le rotationnel de E, d'après la dernière équation de Maxwell, eh bien, ce rotationnel de E, il est égal à moins la dérivée du champ magnétique par rapport au temps. Donc, si je réinjecte ça ici, vous voyez qu'on fait apparaître comme ça la dérivée seconde du champ magnétique par rapport au temps. On va donc avoir le rotationnel du rotationnel de B qui est égal à une constante, epsilon 0 mu 0. Alors, on a le signe moins ici
qui vient de l'induction, hein, c'est-à-dire qu'on s'oppose aux causes qui ont donné effet. Et eh bien ici, on a la dérivée seconde de B par rapport au temps. Et donc ça vient du terme rotationnel, voire rotationnel, hein, qui est égal à ça. Et puis d'après l'expression mathématique qu'on a écrite ici, hein. Donc finalement, ce qu'on vient de montrer, hein, c'est que ça, c'est moins epsilon 0 mu 0 d2b sur dt2. Et donc ça doit être égal, eh bien, au Laplacien de B. Donc finalement, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient cette équation-là. Cette équation-là qui est, eh bien, que le Laplacien de B, c'est égal à epsilon 0 mu 0 d2b sur dt2. Et je vous rappelle, le Laplacien, hein, c'est la dérivée seconde par rapport à x, ux, d2, x, ux, plus d2 sur dy2, uy, plus d2 sur dz2, uz. Autrement dit, c'est la dérivée seconde par rapport aux coordonnées de l'espace, x, y et z, du vecteur b. Et cette dérivée seconde, qu'on appelle le Laplacien, eh bien, c'est égal à une constante, epsilon 0 mu 0, fois la dérivée seconde du vecteur b par rapport au temps. Et là, on voit apparaître une équation qui est en fait, eh bien, une équation d'onde. Hein. Si vous vous souvenez de ce qu'on avait vu, hein, précédemment, pour les ondes mécaniques, eh bien, on avait des ondes qui avaient, alors, je ne sais pas, moi, par exemple, si on avait un signal S qui dépendait de x et de t, on avait d2s sur dx2 qui était égal à 1 sur v au carré d2s sur dt2. Ça, c'est une équation d'onde. Eh bien, ici, on trouve la même chose, une équation d'onde pour, eh bien, ce qui va changer, en fait, c'est qu'on va avoir un vecteur ici. Donc, avec 3 composantes et une certaine direction. Mais sinon, c'est bien une équation d'onde. Autrement dit, le champ magnétique dans le vide est régi par une équation d'onde. Ça veut dire que le champ magnétique dans le vide va se propager comme une onde. Ça vient directement des équations de Maxwell, hein. Les équations de Maxwell nous disent finalement que le champ magnétique dans le vide va pouvoir se propager comme une onde. Alors, tous ces calculs que je viens de faire là, je les ai faits pour le champ magnétique, mais je peux avoir exactement le même raisonnement et faire les mêmes calculs pour le champ électrique. Et si vous le faites, eh bien, vous allez vous apercevoir que, eh bien, on va trouver exactement la même équation pour le champ électrique. C'est-à-dire que le Laplacien du champ électrique, c'est égal à la même constante, epsilon 0 mu 0, d2e sur dt2. Et là, on a de nouveau une équation d'onde. Donc, en fait, ce que ces équations de Maxwell nous disent, elles nous disent que les champs électriques et les champs magnétiques se propagent dans le vide comme des ondes. Et ils se propagent dans le vide comme des ondes régis par cette équation d'onde. Alors, si vous vous souvenez de ce qu'on avait vu dans le cours sur les ondes mécaniques, hein, c'est pas si vieux, donc je pense que vous vous en souvenez, c'est que les solutions de ce type d'équation, donc si on suppose qu'on est à une seule dimension, eh bien, ça va être de la forme x plus x moins ct, où c, c'est la vitesse de propagation. Puis si vous vous souvenez, on avait même vu un type de fonction particulier qu'on aime bien, qui sont ce qu'on appelle les ondes harmoniques, c'est-à-dire des fonctions sinusoïdales de x moins ct.
Alors, dans ces équations-là, eh bien, le c ici, donc c'est la vitesse de propagation de ces ondes dans le milieu. Ici, c'est dans le vide, hein, on a ici étudié les équations dans le vide. Donc c ici, c'est la vitesse de propagation dans le vide. Et qu'est-ce qu'elle donne, cette vitesse de propagation dans le vide? Eh bien, c'est égal, ici, ça, ce terme-là, c'est 1 sur c au carré. D'accord? Si vous reprenez les équations d'onde, c'est de la forme d2s sur dx2 égale 1 sur v carré d2s sur dt2. Autrement dit, la vitesse de propagation des champs électriques et magnétiques dans le vide se font à une vitesse qui est égale à la racine carrée de 1 sur epsilon 0 mu 0. Epsilon mu 0 mu 0, c'est des constantes, hein, c'est la permittivité électrique du vide et la permittivité magnétique du vide. Et donc, on peut calculer cette valeur-là et on va trouver eh bien, ce qu'on appelle la vitesse de la lumière, c'est dans le vide, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de 3 10 puissance 8 mètres par seconde. OK? Donc, autrement dit, vous voyez que ces équations de Maxwell, eh bien, elles nous définissent des champs électriques et magnétiques, une propagation de ces champs électriques et magnétiques avec une vitesse de propagation qui est justement la vitesse de la lumière. Donc, on a ici des ondes qui se propagent. Alors, première caractéristique par rapport à ce qu'on avait vu précédemment, hein, c'est des ondes qui se propagent dans le vide. Hein, il n'y a pas besoin de milieu matériel pour que ces champs électriques et magnétiques se propagent. Se propagent même s'il n'y a pas de matière, même s'il n'y a pas de charge, même s'il n'y a pas de courant. Ils se propagent dans le vide et elles se propagent à une vitesse particulière qui est justement eh bien, donnée par la racine carrée de 1 sur epsilon 0 mu 0 qui vaut 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Alors, je m'arrête un petit peu à cet endroit-là pour voir s'il y a des questions, s'il y a des choses que vous souhaitez préciser par rapport à justement la dérivation de ces équations, notamment de ces équations d'onde pour les champs magnétiques et électriques. Alors, comme vous l'avez vu, il y a pas mal de calculs hein, finalement. Voilà, il ne faut pas que ça vous affole non plus, hein, ces calculs. Bon, si un jour vous en avez besoin, il faut s'entraîner à les faire. Mais il s'agit ici de faire des produits scalaires et des produits vectoriels, comme vous l'avez déjà fait en mécanique ou en électrocinétique, enfin plutôt en électromagnétisme au premier semestre aussi. Bon. S'il n'y a pas de questions, donc je vais continuer. On va voir maintenant donc qu'est-ce qui découle de ces équations-là. D'accord? On avait vu pour les ondes mécaniques comment on pouvait, pour une corde ou pour le son, obtenir justement ces équations d'onde, quelles étaient les solutions finalement de ces équations d'onde et comment on pouvait ensuite décrire les ondes qui se propageaient le long des cordes ou le long ou dans le son dans un milieu donné, dans l'air ou dans l'eau, par exemple. Donc on va voir maintenant comment ça se passe pour ces champs électriques et magnétiques. Qu'est-ce qu'impliquent ces équations suivies par ces champs électriques et magnétiques? OK, alors on va prendre une fonction. Donc on a vu hein, que ces équations-là, je reviens de juste une petite seconde,
Ces équations d'onde, là, les solutions de ces équations d'onde, c'est comme on a vu pour les ondes mécaniques, hein, c'est des solutions qui sont de la forme, si on est à une seule dimension, x moins ct, hein, où c, c'est la vitesse de propagation, x, c'est la direction dans laquelle l'onde se propage, et t, ben, c'est le temps. Et puis on avait vu on avait vu une forme particulière de ces fonctions qui sont solutions de ces équations, c'est notamment ce qu'on appelle les ondes harmoniques, c'est-à-dire des fonctions sinusoïdales de x moins ct. Ok, et ben ici on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va considérer qu'on est dans un régime sinusoïdal, autrement dit, qu'on a des champs électriques et magnétiques qui sont sinusoïdaux et qui vont se propager dans l'espace dans une direction. Alors, on pourrait choisir n'importe quel axe, hein, de propagation. Ici, on choisit par convention l'axe Z comme direction de propagation. Ok, donc si on a une onde sinusoïdale qui se propage selon l'axe Z, eh bien à ce moment-là, on va pouvoir écrire cette onde sous la forme, donc ici on a pour le champ électrique E de Z et de T, qui va être égal à un certain vecteur, E0, qui va avoir 3 composantes, qui prend une certaine direction, cosinus de oméga t moins z sur c. Alors on peut l'écrire comme ça, on pourrait l'écrire cosinus de oméga t moins kz, ou kz moins oméga t. Hein, on pourrait l'écrire cosinus, si on l'écrit en fonction de la période par exemple, 2pi t sur t, et puis ici donc on écrirait en fonction de la longueur d'onde, 2pi z sur lambda. Voilà, on peut l'écrire sous différentes formes, sachant que ces paramètres, oméga, k, donc oméga c'est la pulsation, hein, k le vecteur d'onde, t c'est la période, lambda c'est la longueur d'onde, ces paramètres sont liés les uns aux autres avec les équations que vous connaissez, qui sont ce qu'on appelle l'équation de dispersion, c'est-à-dire qui lie k et oméga. On a k qui est égal à oméga sur c. Ok. Alors, si je reprends donc du coup ce champ électrique là, j'ai 3 composantes E0x, E0y, E0z. Et par contre, l'onde donc qui se propage selon z, donc ici je l'ai écrit sous cette forme-là, hein, oméga t moins z sur c, mais on peut l'écrire autrement, c'est la même onde. Donc cette onde, elle se propage selon l'axe z. Autrement dit, ici, vous voyez que dans cette fonction-là, hein, la seule dépendance, c'est selon z. Hein. Ok, si j'écris la même chose pour B, donc je vais avoir un maximum B0 et puis un cosinus de oméga t moins z sur c. Alors ici, il faut que j'ai la même forme pour B et pour E. Hein, ça vient du fait que, ben, justement, les deux, ils suivent finalement la même équation d'onde avec la même vitesse ici de propagation. Epsilon 0, mu 0, enfin plutôt la vitesse de propagation, 1 sur racine carrée de epsilon 0, mu 0. C'est vrai pour B, c'est vrai pour E. Hein, les deux se propagent à la même vitesse. Donc finalement, si je prends des ondes qui ont cette forme-là, et que je réinjecte dans les équations de Maxwell, qu'est-ce que ça va me donner? Bah, si je prends la première équation de Maxwell, c'est-à-dire que je prends la divergence de E, si je calcule la divergence de E, c'est cette quantité-là,
DEX sur DX plus DEY sur DY plus DEZ sur DZ qui doit être égal à 0. Et puis en fait, si je prends B, bah, j'ai exactement la même équation, hein, puisque j'ai aussi que la divergence de B doit être égale à 0. Donc je dois avoir dB de x sur dx plus dby sur dy plus dbz sur dz égale à 0. Ok, mais par contre, vous voyez ici que j'ai ici une forme du champ électrique et une forme ici du champ magnétique où la seule dépendance, c'est une dépendance en Z. Je n'ai pas de dépendance en X et en Y. Ouais, ma fonction, là, elle ne dépend pas de X et de Y. Hein, j'ai une certaine composante de E selon X, mais que je vais multiplier par cosinus oméga t moins Z sur C. Une dépendance, une composante selon Y que je vais multiplier par cosinus oméga t moins Z sur C. Une composante selon Z que je vais multiplier par cosinus oméga t moins Z sur C. La seule dépendance ici, c'est une dépendance en Z. Il n'y a pas de dépendance selon X et Y. Donc ça veut dire que ici, les dérivées par rapport à X et les dérivées par rapport à Y, elles vont être égales à 0. Ça, c'est égal à 0. Ça, c'est égal à 0. Donc la somme des deux est égale à 0. OK. Et donc, qu'est-ce qui va me rester? Ben, que du coup, la dérivée ici de EZ par rapport à Z va être égale à 0. Et donc ça va impliquer que EZ va être... Donc là, par contre, j'ai une dépendance en Z. Hein. Ça va m'impliquer que D de EZ, eh bien, ça va être égal à une constante. D'accord? La composante ici, selon EZ, elle est constante. OK. Pour B, c'est la même chose. Hein, ici, je n'ai pas de dépendance en Z, je n'ai pas de dépendance en X, pas de dépendance en Y. Donc la seule dépendance que je peux avoir, c'est en Z. Donc ici, ce terme-là, il est égal à 0. Ce terme-là, il est égal à 0. Donc la somme des deux est égale à 0. Donc finalement, D2BZ, eh bien, il doit être aussi, sur DZ doit être égal à 0. Ça veut dire que BZ doit être aussi une constante. OK, donc ce que je viens de montrer, hein, à l'aide des deux premières équations de Maxwell ici, qui sont les équations sur les divergentes, comme les divergences sont nulles, eh bien, les composantes EZ et BZ sont constantes. Autrement dit, les seules variations que l'on va avoir, eh bien, ça va être dans le sens perpendiculaire à Z. Autrement dit, dans le plan, si j'imagine que j'ai l'axe des Z ici, qui est dans ce sens-là, l'axe des X, l'axe des Y, comme ça, eh bien, je n'ai pas de variation selon Z. Les seules variations de E et de B que je vais avoir, eh bien, ça va être selon X et Y. OK, donc ça veut dire que le champ E, dit autrement, hein, le champ E, il va être dans le plan perpendiculaire à Z. Puisque ici, j'ai toujours une composante constante, je peux même la prendre nulle, si ça m'arrange. Eh bien, à ce moment-là, vous voyez que le champ E, il va toujours avoir une composante dans le plan perpendiculaire à Z, qui est en fait la direction de propagation. Donc j'ai E qui est dans ce plan-là, hein, dans le plan OXY. Je vais avoir B de la même façon, il est aussi dans le plan perpendiculaire à Z, donc il va être dans le plan EXY. Et ce qu'on va voir, c'est que en fait, ces deux vecteurs E et B sont perpendiculaires l'un avec l'autre. OK, je vais terminer là-dessus. Donc, ce qu'on a ici, ah oui, alors juste pour vous dire, donc du coup, ça définit ce qu'on appelle des ondes planes. Des ondes planes, ça veut dire que en fait, la variation du vecteur d'onde, pardon, la variation du vecteur qui oscille, le vecteur E, eh bien, elle est perpendiculaire à la direction de propagation. Hein. J'ai des ondes planes, c'est-à-dire avec une propagation qui est perpendiculaire au plan de variation de ces ondes. Ok, ça nous fait tout à fait penser à ce qu'on avait, par exemple, quand on avait une
une corde, hein, la propagation le long d'une corde, ben, c'était exactement ça. On avait une variation dans un plan perpendiculaire, même dans une seule direction. Bon, ici, c'est dans un plan, dans une seule direction, perpendiculaire à la direction de propagation. OK, donc comme je vous le disais, donc ici, on a des ondes planes. Et donc, ça veut dire que la composante selon Z est constante. Et on peut choisir, par convention, de prendre cette composante égale à 0. Si on ne la prend pas égale à 0, bah, ça fait juste une composante qui ne varie pas, qui va venir s'ajouter. Hein, on aurait donc deux composantes selon X et selon Y, donc, que j'appelle B0X cosinus oméga t moins kz, B0Y cosinus oméga t moins kz. Et puis j'ai une troisième composante qui, elle, est constante au cours du temps, hein, et de l'espace, ça ne dépend pas de Z. Donc, ça ne dépend pas de t non plus, elle est constante, donc je peux la prendre égale à 0. OK, donc si j'ai une onde qui a cette forme-là, bah, du coup, je vais pouvoir calculer le rotationnel de B. Hein, et je sais, d'après la troisième équation de Maxwell, que ce rotationnel de B, il va être égal à, alors si vous vous souvenez, ici, on n'avait pas mis 1 sur C2, hein, on avait mis epsilon 0 mu 0. Mais maintenant, on sait que epsilon 0 mu 0, c'est égal à 1 sur C2. Donc, je le rentre ici, c'est 1 sur C2, d de E sur dt. Donc, c'est la variation de E par rapport au temps. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai ici? Eh bien, j'ai le rotationnel de B, donc, que j'ai calculé déjà tout à l'heure, hein, c'est cette expression-là. Et dans ce rotationnel, ben, je vais remplacer ici, vous voyez, les composantes par leur valeur. Donc ici, j'ai que des composantes selon Y et X, pas de composantes selon Z. Donc tout ce qui est en Z ici, d'accord, tout ce qui est en dérivé par rapport à Z, ben, je vais pouvoir le simplifier. Donc ça va me simplifier mes expressions ici, ça se simplifie, ça se simplifie. Donc il me reste ici moins d de by sur dz, plus d de bx sur dz. Donc on voit ici les variations de bx et by selon z. Et puis ici, une dernière composante, mais ça, je sais que celle-là, elle va être nulle. Ben oui, parce que E, c'est la même chose. E, il a que la composante selon Z qui est constante. Donc, je vais pouvoir la prendre égale à 0. Donc, finalement, ça va être égal à 0. Donc, ici, je vais avoir quelque chose qui est égal à 1 sur C carré d sur dt de EX, EY. OK, donc du coup, vous voyez que je vais pouvoir égaler ces quantités-là. C'est-à-dire que si j'ai maintenant d de by sur dz, si je remplace par sa valeur b0y cosinus oméga t moins z sur c, je vais pouvoir dériver par rapport à z. Je vais trouver quelque chose qui est de la forme, d'accord? Je vais dériver le cosinus oméga t moins z sur c. Donc ça va me faire un moins b0y oméga sur c sinus. D'accord? Dérivé de cosinus, c'est sinus. C'est moins sinus, pardon. Dérivé de cosinus, c'est moins sinus. Oui. Ouais, donc ça devrait être un plus là. Ah non, parce que j'ai quand je dérive par rapport à z, j'ai le moins 1 sur c qui sort. Donc j'ai deux moins en fait. J'ai le moins du cosinus et j'ai le moins qui provient de la dérivée par rapport à z, hein, qui fait sortir un moins oméga sur c en fait. Donc j'ai bien un moins. Et puis de l'autre côté, donc ça doit être égal à 1 sur c carré d sur dt de x, hein, d de x sur dt. Je peux dériver ici E0 cosinus oméga t moins kz par rapport à t. Et je vais avoir, eh bien, ici, un moins 1 sur c E0 oméga. Hein, il sort un oméga quand je dérive par rapport à t. Et ici, j'ai un cosinus qui se dérive en moins sinus. Donc j'ai bien un signe moins qui apparaît ici. OK, donc je vais avoir cette quantité-là, moins B0Y oméga sur C sinus oméga T moins Z sur C, qui va être égal à cette quantité-là, moins 1 sur C carré, E0 x oméga sinus oméga T moins KZ. Vous voyez que les sinus oméga T moins KZ vont se simplifier.
Je vais avoir les oméga qui vont se simplifier aussi. Et j'ai un C ici qui se simplifie. Autrement dit, je tombe sur cette expression très simple qui est que, en fait, la composante du champ magnétique selon B est égale à la composante du champ électrique selon X divisé par la vitesse de la lumière. Et on voit apparaître ici le fait que, eh bien, vous voyez que B et C et E, pardon, le champ magnétique et le champ électrique, sont directement reliés par leurs composantes. En fait, leurs composantes sont égales à un facteur C près. Voilà, je vais vous laisser avec ça pour aujourd'hui. Il est 4h30. On continuera avec ça et on finira donc sur ces ondes électromagnétiques la semaine prochaine. Monsieur, juste, Oui, allez-y. tous les groupes, on n'a pas les mêmes contrôles, les mêmes CC Parce qu'en fait, il y a certains groupes qui ont un oral, je crois, et nous, par exemple, le groupe 3, on n'a toujours pas de nouvelles, du coup. D'accord. Est-ce que vous savez pourquoi ou pas? Alors, l'évaluation, effectivement, par contrôle continu dans les groupes est à la discrétion de chacun des enseignants, en fait, que vous avez. Parce que vous avez des enseignants différents, donc ils vous enseignent différemment et du coup, peuvent vous évaluer différemment. Ok. Donc là, il faut voir directement, en fait, avec l'enseignant de travaux dirigés. Ok, d'accord. C'est juste D'accord? pour... Si vous n'avez pas de nouvelles de votre enseignant, ben, du coup, redites-le moi et je le relancerai pour qu'il se mette en contact avec vous pour vous dire ce qui va en être. Non, mais on n'avait pas eu de Vous avez... consigne Kerry. Donc, du coup, c'est pour ça. D'accord. On avait Ok, rien, mais c'est juste pour être sûr. d'accord. Bon, bah, du coup, demandez-lui lors du prochain TD qu'est-ce qu'il en est, quoi. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne fin de journée à tous. Merci à vous aussi, au revoir. Merci. Merci, À au revoir. bientôt. Au Au revoir, revoir. monsieur, au revoir. Au revoir.